Là, devant vos postes téléviseurs, c'est Univers Télévision. Ici, nous cherchons l'information à la source. Nous invitons également les têtes bien faites de la République démocratique du Congo pour essayer un peu de répondre aux questions très questionnantes et aux sujets importants qui concernent le développement de la République démocratique du Congo. Le Congo, c'est un grand pays. Nous avons des richesses énormes. Nous avons des hommes capables, un capital humain nécessaire à relever les défis de la République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions inviter l'un de vous, l'un des Congolais que vous estimez qu'il réfléchit bien. Il est là avec nous. Lui, il s'appelle Honorable Dédé Moupassa Lukobo. Il est élu de la circonscription d'Idiofa. Il est ici avec nous. Il est de l'Union sacrée. Honorable Dédé Moupassa, soyez le bienvenu. Merci mon frère. Voilà, je n'ai pas massacré votre Moupassa. Non, c'est très bien fait, mais bon, ça dépend. Quand vous lisez en français, ou en Chiluba, ou en Lingala, ou en Kikongo, ça dépend. C'est un nom bantou, c'est normal. Voilà, c'est un nom bantou. Vous êtes l'élu de la circonscription d'Idiofa. La Cour constitutionnelle vient de confirmer votre élection. Avant, vous aviez peur parce qu'on vous avait attaqué, non? Non, avoir peur, non. Moi, j'ai la confiance du peuple, mais je sais aussi ce que c'est la loi électorale. Il y a le grand nombre qui vient, mais c'est pour 500. Là-dedans, il y a des critères, il y a des tournées, il y a des conditionnalités, ainsi de suite. C'est pour dire, quand on est retenu, ce n'est pas seulement qu'on est le meilleur. Non. On peut gagner aux élections, mais pas se retrouver par rapport aux 500. Il y a beaucoup de choses là-dedans, et dans la loi, et ainsi de suite. Donc, je pense que la population m'a fait confiance et que j'étais dans les critères et j'ai maîtrisé la loi électorale. Voilà que je suis là où je suis. J'ai dit merci d'ailleurs à tous ces Congolais qui m'ont fait confiance dans Idiofa. Et je salue aussi la Cour constitutionnelle qui a sanctionné en un temps record avec le nombre de candidats on était et la manière dont ils ont traité les choses. Je pense qu'ils ont fait un bon travail. Peu importe les observations qui peuvent venir de gauche à droite, c'est normal, c'est un travail humain. Voilà. Vous avez totalement raison avec le président Dieudonné Kamuleta. Il a impulsé vraiment des choses à la Cour constitutionnelle. Je m'étais même rendu là-bas, j'ai essayé de voir. Il est en train de construire un grand bâtiment dans l'enceinte de la Cour constitutionnelle. C'est des empreintes qu'il veut laisser. Et aussi cette Cour a fait un travail remarquable. Il y a même des noms qu'on ne pensait pas que ces noms pouvaient être à côté, mais du moins cette Cour a osé. Alors, honorable Dédé Moupassa, une question de curiosité. Vous étiez très nombreux sur la liste. Quel était le discours d'abord lors de votre campagne? Parce que apparemment vous êtes très populaire, les gens font confiance. C'était quoi la magie que vous avez utilisée? Je vous ai dit tout à l'heure, là, je maîtrisais la loi électorale. J'ai suivi pas à pas. J'ai monté une équipe pour analyser ce que c'est la loi électorale. Qu'est-ce qu'un candidat doit faire légalement? Et on l'a respecté. J'ai mis une équipe qui devait travailler sur la population électorale. La population électorale. Qui doit voter? Votre cible. Et celui qui vote, il est où? Qu'est-ce qu'il veut? Et j'ai cherché de répondre à toutes ces questions. Et je pense que de cette manière-là, je le fais. Parce que beaucoup de gens confondent la popularité avec des foules de population qui s'amassent toujours pour venir voir les curieux et tout le monde. Là-dedans, peut-être c'est 10% des électeurs. Donc, il y a quand vous ne ciblez pas... La masse, la popularité et les électeurs. Oui. Et on nous donne un mois pour cibler les électeurs. Un mois pour cibler. Et ça se passe lors d'une campagne électorale. Tu ne peux pas aller chez le musulman pour parler de Jésus-Christ, parler de Joseph, de tous ces gens-là. Non. Oui, ça peut passer parce qu'ils ont besoin aussi de savoir ce que c'est. Mais si tu vas chez le musulman, voilà, tu t'amènes avec le Coran. La Bible peut t'accompagner, mais principalement c'est le Coran. Alors tu ne peux pas aller faire une campagne électorale chez les opposants que tu n'as pas ciblés et tu vas mener un discours de la continuité.
Tout ça, c'est des éléments qu'on a pu travailler avec des experts, parce que l'élection comme telle, c'est aussi une science qui respecte les normes. Et je pense qu'on s'est approché au moins à cela. Une science qui respecte les normes, les élections. Honorable Dédé, est-ce que vous vous sentez redevable à vos électeurs? Mais oui, mais je suis redevable. Mais la redevabilité, ce n'est pas au travers moi, c'est la République qui est redevable. Parce que c'est la République qui a mis les élections. Moi, je ne suis qu'une population mandatée. Donc la population dont il est question, la population dont il est question, le peuple dont il est question, moi y compris. Il ne faut pas nous dissocier. Seulement que la structure républicaine de l'État prévoit qu'il y ait des institutions. Et les institutions doivent être gouvernées, gérées par des individus, soit nommés, à qui on a donné un pouvoir, soit mandatés par des élections. Et c'est comme ça que je me retrouve comme député national, qui représente des milliers de Congolais sur des problèmes bien précis de ces Congolais-là. Et je dois jouer un rôle. Et dans le rôle qu'on me donne là-bas, il n'y a que deux principalement. Il y a d'abord dans cette représentation, voter des lois. Pas faire des lois. Hein? Voter des lois, je dis bien. Pas faire. Article 100. Si tu as la Constitution, on peut lire. Non, il n'y a pas de faire. C'est voter des lois. Et deuxièmement, c'est contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les services publics, les établissements publics. Et par corollaire, toute autre forme d'établissement qui est en relation directe avec l'État. Seulement ça. S'il vous plaît, aidez-nous, parce que là, j'ai l'impression que vous risquez de troubler les gens à la maison. Un député ne fait pas les lois, mais il vote les lois. Comment? Parce qu'avant de voter, il faut d'abord préparer, élaborer, proposer et chercher maintenant à séduire la scène. Oui, l'apanage de faire des lois appartient à tout Congolais. Tchani a fait une loi, il est député où? Une proposition de loi. Le gouvernement a fait plusieurs lois qu'ils ont proposées. La mais loi le député aussi peut faire. C'est aussi un Congolais. C'est aussi un Congolais. Si vous niez que le député, il n'est pas là seulement pour faire des lois et voter, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. La magie. Il commence à faire et puis soumettre ça à l'Assemblée pour que les gens. C'est-à-dire le Parlement, c'est cette casserole, c'est cette marmite qui prépare les lois. Mais ces lois-là peuvent venir de tout marché, peuvent venir de toute rivière, peuvent venir de toute la forêt, n'importe quelle forêt. Principalement pour moi, c'est le gouvernement, parce que la charge de la gestion au quotidien, de tester le problème des Congolais, vient de là. Et pour le faire, il faut qu'on le mette, qu'on disponibilise de lois, les cadres légaux dans lesquels le gouvernement doit marcher. Alors, et la suite. Alors, mais maintenant, ces lois-là doivent être traitées, analysées et débattues, et à la fin, votées au Parlement. Honorable Dédé, on vous a reconduit une fierté ou un fardeau? Les deux. Une fierté pour moi-même, parce que, mon frère, sur 27 000, il y a 500 retenus. C'est une fierté. Mais de l'autre côté, c'est la charge. Seulement parce que la situation socio-économique, culturelle de notre pays ne permet pas les uns les autres aujourd'hui de lancer un regard correct aux institutions, au rôle que joue l'État, la pauvreté, cette souffrance de la population. Le seul remède, il regarde vers l'État, vers le gouvernement, parce que nous avons mis en commun nos charges du bonheur de tout un chacun et mis dans une... comment on va appeler, dans l'État, dont les valeurs, c'est dans la République. Et c'est là-bas que nous attendons. La sécurité, c'est l'État qui sécurise la population. La richesse, c'est l'État qui collecte, qui organise et qui redistribue. Le travail, c'est l'État qui est censé impulser le travail des gens. La monnaie, c'est l'État qui gère la monnaie. Vous voyez, tous ces éléments-là, dans l'État, tout le monde se retrouve. Mais dans la gouvernance des valeurs républicaines, si je peux le dire, il y a un mandat qu'on donne pour aller veiller à la bonne conduite, à la bonne démarche, à la bonne distribution de tout ce que nous attendons à chacun de nous, en termes de sécurité, en termes d'habitat, en termes de certains eaux, en électricité, de bonheur du Congolais.
Alors, les députés a des rôles à jouer, c'est ce que principalement, principalement, et aussi symbole de l'unité nationale, pas la présidentielle, mais symbole de l'unité nationale parce que la matière qu'il traite, c'est une matière à caractère national, pas sectoriel. Alors, deux rôles à jouer, mais il y a aussi la différence entre rôle, la mission et les objectifs poursuivis. Vous avez à faire le règlement intérieur, je pense que c'est déjà passé de cette législature. Quels sont les objectifs que votre Assemblée s'est fixés pour ce quinquennat et quelle est la mission poursuivie pour que la RDC gagne? Oui, mais ce n'est pas l'objectif d'une institution, non. C'est dans cette institution, nous avons deux forces, deux ou trois forces. Il y a la majorité, il y a l'opposition. La majorité, l'opposition ici, s'il vous plaît, la majorité, non, on ne peut pas minimiser. Il ne faut jamais dire ça. Pas sur un plateau d'élégance comme le vôtre, pardon. La minorité dont il est question là-bas, ce n'est pas une opposition révolutionnaire, non, républicaine. C'est-à-dire ceux qui sont allés au concours électoral pour la gouvernance et ils ont échoué. Non, une opposition voulue par le pouvoir, par les régimes. Non, par le peuple. Non, c'est pas voulu par le régime. Non. Le régime s'est proposé ses opposants. C'est le peuple qui a... Nous sommes allés à un concours. Okay. Et le concours a donné son résultat. Et en plus, pour le Congo, il faut en permanence qu'on ait ça en tête. Okay. Personne n'a gagné à la majorité absolue. Même l'UDPS. Personne n'a gagné à la majorité absolue. Et depuis tout ce temps, c'est comme ça. Le seul majorité absolue qu'on a dépassé même des limites, c'est le président de la République. Plus de 7 ans, quelques pourcents. Vous voyez? Et c'est lui qui est le représentant de ces pouvoirs. Les 13% pour faire, oui, 73, ce qui manque, c'est 27. Le 27% manquant là, c'est ça l'opposition, si on peut le dire, qui doit veiller. Il a l'obligation à veiller sur les 23. Alors, vous m'avez posé la question sur les objectifs d'un Parlement. La mission, je vous ai déjà donné, c'est constitutionnel. Mais les objectifs, c'est les programmes. Dont la vision du président de la République dans ce quinquennat, sur le 6 points qu'il a tracé. Maintenant, sur les 6 points, on va voir comment le mettre en action, permettre le gouvernement qui doit l'exécuter, le mettre en action. Est-ce que c'est cohérent avec la Constitution? Sinon, on fait des réformes pour permettre d'atteindre ces objectifs. Parce que ces objectifs, c'est ça qui a donné 73%. Parce qu'il ne l'a pas dit après, il l'a dit avant. Et c'est ça que la population a accepté. Et quelle population? Population qui a donné la majorité. Parce que nous sommes dans un régime démocratique. C'est la majorité qui gouverne. Et cette majorité, j'ai dit, si elle n'en a pas l'absolu, on se constitue en force majoritaire. C'est vrai qu'au départ, on avait l'Union sacrée, mais l'Union sacrée, ce n'est pas une force électorale. C'était un mouvement qui a rassemblé pour les élections, mais ça n'a pas joué aux élections. C'est les partis politiques et les regroupements. Plus peut-être quelques indépendants que je ne connais pas. Mais à la fin, aujourd'hui, on est en train de reconstituer sur les 500 le parti majoritaire et les partis de l'opposition. Vous avez vu les gens comme Mouzito, une valeur d'opposition, mais qui a été consulté par l'informateur. Vous avez vu Matata Mpognou. Alors, il va faire une déclaration. Nous allons voir les déclarations. Il s'arrange où? Les élections, c'est une chose. Gagner ou échouer. Mais comme il n'y a pas de majorité absolue, tout le monde doit se ranger. La loi demande à ce que les formateurs puissent désigner, puissent détecter. Et le président l'a fait. Mais quand même, il y a des langues qui se délient par rapport à la présence de M. Adolphe Mouzito, l'ancien Premier ministre, et M. Matata Mpognou. Est-ce l'Union sacrée manque des hommes de qualité pour que vous puissiez aller chercher ailleurs dans l'opposition? Non. Pour les Congolais... Ils ont été votés en gardant leur identité des opposants. Mais maintenant, l'informateur les consulte malgré votre majorité écrasante. C'est quoi C'est pas l'informateur qui les consulte. La loi dit, vous allez vous identifier.
Mais les élections, c'est fini avec les élections. Les opposants, ils ne pouvaient pas venir s'identifier auprès de pour prendre part voilà fondamental. La logique simple. Voilà la logique simple. Quand on n'a pas la majorité absolue, c'est qu'on doit se prononcer. Parce que c'est la majorité absolue d'un parti politique, d'un regroupement ou d'un indépendant qui détermine cette majorité-là. S'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas. Maintenant, il faut le constituer. Et comment on le constitue? C'est par une déclaration auprès d'un informateur dont le président de la République doit nommer, désigner. Et il l'a fait. Et c'est lui qui veut être dans la majorité se déclare. Alors, c'est comme ça que tous ces gens-là se déclarent. C'est pas que on est en train de chercher l'oiseau rare et tout ça. Non, monsieur. Mais il semble que en République démocratique, non, il faut retirer ça. Non, retire sur un plateau. C'est pas aisé. C'est pas aisé. Non, il semble doux. C'est pas une bonne présentation de traiter les gens des incompétents. Le Congolais... Sur mon plateau, je dis bien, il semble que dans l'Union sacrée, il y a tellement les incompétents. Sur ce, il fallait chercher ailleurs les gens qui ont l'expérience, qui peuvent aider quand même les chefs de l'État, parce que dit c'est le mandat des résultats. Est-ce vrai ou faux que dans l'Union sacrée, il y a des moins compétents? Les gens qui nous sommes même pas à ce niveau-là. Nous sommes même pas nous sommes même pas encore à ce niveau de compétence ou incompétence. D'abord, quand on traite le problème de la République, c'est pas à l'université où on va chercher la compétence sur base des points qu'on doit faire dans tel cours. Non. C'est les aptitudes d'un engagement qu'on s'est fait politiquement derrière une vision qu'on doit réaliser. N'est-ce pas? Mais alors, nous sommes dans la phase où on doit s'aligner sur l'ordre de la majorité et pour reconnaître ceux qui ne sont pas d'accord avec les 6 points du président de la République. C'est ça que ça veut dire. Et on va les appeler les opposants. Oui. Et ils sont protégés. Ils doivent être écoutés. On doit aussi mettre de l'oreille à ces gens-là. Parce que c'est aussi ces cordons ombilicaux avec le passé qui dérange la nation. Est-ce qu'il faut consulter même les gens moralement dans la société qui ne présentent pas une bonne image? Je ne dis pas que c'est eux, mais c'est une question. Mais qui détermine ces images-là? Quel est le certificat qu'on donne pour déterminer l'image? Mais il y a des noms, si vous citez les noms. Non, mais il y a seulement, il y a des condamnations. Il y a un jugement qui est populaire d'ailleurs. Non, pas c'est populaire, c'est populaire. Dans un État ou dans un pays, dans une république, c'est la justice qui détermine toutes ces choses-là. Vous avez une attestation, vous avez un jugement qui vous déclasse. Selon que vous avez fait telle infraction. L'opinion publique peut crier sur un certain nombre de choses. Mais la vérité qu'on cherche... de la moralité pour vous, quand on cherche dans la justice, on va vous le déterminer. Pour dire qu'il a été condamné pour telle matière. Par contre, si la matière n'est pas déterminée par la justice, vous vivez votre vie. Le clameur public pour vous, ça... Le clameur public communique avec la justice. Okay. Le clameur public n'a pas une décision finale. Sinon, on va attraper un voleur, on va le sanctionner. Non, c'est ramené vers la justice. Et tous ces documents se trouvent là-bas. N'est-ce pas? Alors, mais moi, j'estime que le Congo, dans l'unité, dans la cohésion, dans une vision républicaine, dans la République, entre guillemets, il n'y a pas la majorité, il n'y a pas l'opposition. C'est des valeurs, oui, dans la République, il n'y a pas la majorité. Il n'y a pas la majorité, il n'y a pas l'opposition. Comment ça? Il y a des valeurs qui nous concernent, nous tous. Parce que pour la sécurité de ces pays, il faut s'opposer. Il faut qu'il y ait un camp d'opposants et de majorité. Non, ça non. Mais quand même... pour l'unité de ces pays, pour l'unité de ces pays, il faut un camp de majorité, un camp d'opposition? Non. Mais pour la gouvernance, pour le pouvoir, la gestion, c'est là où on peut ne pas se mettre d'accord de l'approche. Comment faire pour maintenir l'unité de ce pays? L'autre va dire, oui, moi je tiens sur l'armée, je tiens sur la police, je mets la garde civile, je mets ceci, je mets cela, je fais le quota, comme la loi le demande. L'autre dit, non, le quota, pour moi c'est bon, mais je préfère ceci. Moi c'est passer dans l'examen, moi je sélectionne entre... C'est là la différence de la majorité. Mais tous, sont congolais, tous ils sont engagés, tous ils sont dans la République et des valeurs de l'État doivent être mises en avant-plan. C'est de ça que je parle. Alors je voulais dire ici que
on doit corriger pour dire c'est pas la majorité qui, c'est pas l'union sacrée qui est en train de chercher des oiseaux noirs. Non, c'est la loi qui dit il faut vous déclarer si vous êtes de la majorité ou vous êtes de l'opposition. Majorité veut dire être derrière le président de la République, être derrière la vision que le président a mis sur la table. C'est les camps qui gérera, qui va gouverner. Mais l'informateur, il est un peu vilipendé dans l'opinion pour dire qu'il est allé chercher ailleurs pour affaiblir les opposants. Il a piqué Mouzitou, il a piqué Matata Pognon. C'est la politique que l'ancien régime utilisait. Ces régimes utilisent aussi la même politique. Non, non, non. À ce stade, quand il n'y a pas de majorité absolue, je dis encore, je me répète. Ce n'est pas le débauchage, ça? Non, j'ai dit à ce stade qu'on n'a pas la majorité absolue, c'est-à-dire 250 plus 1, qu'un camp a gagné, n'est-ce pas? La loi dit il faut que le président de la République désigne un informateur. C'est pour venir dénicher qui a plus de voix, comment on peut reconstituer cette majorité. Et dans ça, les gens se déclarent de la majorité ou de l'opposition. Il y a des fiches qu'on distribue. Oui. À ce titre-là, quelqu'un qui a battu campagne derrière X, Y, Z de candidats ou eux-mêmes étaient candidats, il peut s'échanger. Il peut changer de direction à ce moment pour dire j'avais vu les choses autrement. Aujourd'hui, pour la gouvernance, je m'affilie avec vous avec mes 20%, mes 10%. Voilà. Donc, c'est à ce titre-là qu'ils sont allés consulter et ils ont fait leur déclaration à ce titre. Donc, mais s'ils sont députés, à ce moment-là, ils vont désigner aussi leurs orientations en majorité ou en opposition. En se laissant consulter, donc ce n'est pas un péché politique qu'ils ont. Non, même pas, il n'y a rien du tout. Alors, honorable Dédé Moupassa Loukobo, élu de la circonscription d'Idiofa, parlons-en. L'Union sacrée veut également avoir un gouvernement pour relever les défis de ce quinquennat. Mais il semble qu'il y a un problème au sein de l'Union sacrée, la gestion des ambitions. Comment faire pour satisfaire tout le monde? Parce que à l'époque de l'ancien régime, après l'élection, il y a eu le FCC cash, partage des postes. Mais non, aujourd'hui, le chef de l'État a une majorité personnelle. Pour dire l'Union sacrée dépend du chef de l'État, veut soutenir le chef de l'État. Vous avez plus de 4-5 quelques députés. Donc, logiquement, pour satisfaire tout le monde, il faut avoir plus de 80 ministères. La satisfaction de tout le monde, c'est réaliser les besoins de la population. C'est ça, satisfaire tout le monde. Non, en termes de transport, en termes de route, en termes de l'eau, en termes de... Même avec 3 personnes, même avec 4 personnes, même avec 2 personnes. Pour autant que la loi prévoit maintenant comment on doit mettre en place un gouvernement. Parce que c'est dans le gouvernement que tout politique qui s'engage dans un parti politique, c'est pour gouverner. Et à ce titre-là, les efforts de chacun est prévu par la loi. Okay. Et c'est le nombre de députés, le nombre de poids politiques que vous avez qui va vous donner l'accès à la gouvernance. Parce que c'est ainsi qu'est définie la loi. Donc, à ce titre-là, l'informateur a déjà tracé une liste de poids politiques selon que chacun a ramené ses députés. Dans les quotas. Le quota, c'est autre chose. Le quota, effectivement, sera... le poids politique, le poids politique qui va rimer avec le quota. Mais non, la taille du gouvernement dépend de ces quotas. Ne dépend pas de la satisfaction du leadership concurrentiel qui veut gouverner, non. C'est de la faisabilité dans l'objectif de réalisation de 6 éléments que le président vous compliquez, honorable Dédé Moupassa. Je reprends. Allez, je reprends. Que le public vous comprenne. Nous devons mettre la taille du gouvernement. Ce n'est pas le nombre de députés ou le nombre de regroupements qui détermine. Non. C'est la vision, la mise en exercice d'une vision. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons promis l'habitat, aménager les conditions d'habitat de la population. Qu'est-ce qu'il faut? Un ministre d'habitat. Mais l'habitat se fait où? Sur un territoire foncier. Et le foncier se fait avec qui? Ainsi de suite, il faut un ministre ou il faut 4 ministres. Aménagement du territoire, habitat, affaires foncières, on peut le séparer. Et l'environnement, parce qu'il y a la forêt, ainsi de suite. Et à ce moment, on peut dire tout ça on met ensemble. Parce que déjà par le passé, ça a été ensemble.
Au fur et à mesure, selon les besoins d'atteindre les objectifs, on a séparé. Maintenant, quelle est la taille? Il faut voir aussi les moyens de l'autre côté. Quelles sont les projections de moyens? Nous sommes à 10 milliards, 12 milliards. Est-ce que la charge administrative peut suffire à ceci ou cela? Il n'y a pas moyen de réduire la taille pour réduire aussi les coûts de fonctionnement de nos ministères. Tout ça s'étudie à ce niveau-là. Et maintenant, on va faire la rente, c'est-à-dire l'équivalence, ce que vous appelez les quotas, pour dire un ministre vaut, par exemple, 10 députés, ou 15 députés, ou 20 députés. Si vous avez fait un effort d'avoir 20 députés, vous avez droit à un ministre. Pas seulement un ministre, mais non, le ministre que vous devez avoir, que vous devez déléguer dans le gouvernement auprès d'un formateur qui va rendre auprès du Premier ministre qui sera nommé pour constituer le gouvernement. Alors, il doit tenir compte d'abord de ces coefficients dont j'ai donné tout à l'heure et aussi de la géopolitique. Et la géopolitique ici, c'est il faut un gouvernement qui soit représentatif de tous les coins de la nation. Comme qui dirait, soit c'est toutes les provinces, soit c'est toutes les aires géographiques, dans les cas géolinguistiques, voilà, du pays, ou alors toute la représentation des jeunes, des femmes, des vieux, ou c'est pas moi, comment on peut faire cette réalisation? Au besoin de chercher des énergies qui peuvent réaliser les besoins d'anéantir la pauvreté, de construire des routes, de maximiser des recettes, ainsi de suite. C'est un grand travail. Et je pense que vous avez suivi, la Belgique avait fait une année, et quelques années, c'est pas moi, il y a des années passées. Sans les gouvernements? Les années passées, ici, on a fait plus de 6 mois, 8 mois. Mais déjà, nous avançons correctement. On est à 1 mois ou 2 mois de réflexion. Je pense qu'on va bien chuter. Honorable de Mopassa, j'ai l'impression que le chef de l'État a une mission impossible à réaliser, parce que là, c'est tout le monde qui va être satisfait. Et vous pensez que si on fait un gouvernement de 20, 30 ministres, le chef aura des problèmes avec les gens de l'Union sacrée? J'ai dit ici, c'est les objectifs à atteindre. Quel est le problème du chef? Quel est le problème? La vision se réduit en quoi? C'est quoi les soucis? C'est satisfaire, satisfaire des individus. Oui, c'est satisfaire des individus ou collecter des énergies pour atteindre des objectifs du bien-être des Congolais. Est-ce que ceux qui sont dans l'Union sacrée comprennent les choses de cette manière? Mais quand on est, là où il y a un problème. Quand on est politique, il faut comprendre ça. Si on ne comprend pas, c'est qu'on ne fait pas la politique en républicain. C'est qu'il y a d'autres agendas cachés. Parce que vous vous précipitez d'aller au gouvernement, pourquoi faire? Vous voulez que vous soyez au gouvernement, pourquoi faire? Il y a trop de chômeurs, si je suis nommé, je vais amener les gens de mon parti, ainsi de suite. Voilà pourquoi, quand on nomme quelqu'un, une personne peut se poudrier, on commence même à chanter à Lingala, à Guinaï, ainsi de suite. Tout ça parce qu'on sait qu'il est là, il va nous engager, il va influencer pour que nous puissions... Normal, à Guinaï, c'est normal, parce que c'est une compétition qui a commencé vers des élections, qui va aboutir jusqu'à la composition d'un gouvernement. C'est un parcours, c'est un chemin. Et arriver là-bas, c'est honorifique. D'abord, être ministre dans une république, dans un État, c'est qu'on vous a choisi parmi des milliers, que vous puissiez avoir des responsabilités. Mais maintenant, là, c'est l'applaudissement, c'est la poudre, c'est tout ce que vous dites là. Mais du reste, c'est remplir les conditions étatiques pour résoudre le problème de ceux qui vous ont délégué. C'est là le problème. C'est là les objectifs à atteindre. C'est là où le gouvernement devient un cadre, pas des individus, mais de la communauté. De besoin de relever le problème de la communauté. Un gouvernement qui reste coalisant entre eux et trouver des bonheurs entre eux n'ont pas de place dans la République. Honorable Dédé, un gouvernement de 30, 40, 50 ministres ici au Congo poserait toujours un problème parce que il y aura toujours les insatisfaits. Mais le chef de l'État doit serrer bien la ceinture parce que s'il fait un gouvernement de moins de membres, donc il aura toujours des tensions. Mais si par exemple nous avons un gouvernement de 40 ministres, un ministre c'est on l'appelle excellence. Quel type d'homme
que le Congo a besoin pour le moment pour aider les chefs et relever les défis sectoriels? Mais oui, mais il a besoin des types d'hommes qu'il a besoin, c'est des politiques congolais. Parce que c'est eux qui doivent venir travailler. En dehors d'eux, on ne va pas inventer d'autres Congolais. Ici, oui, c'est les politiques congolais. Non, non, ça, vous risquez d'entrer en contradiction avec loin de moi de vous amener dans des politiques, hein, d'autres scientifiques qui pensent que il n'y a pas que des politiques qui sont censés avoir des postes ministériels. On peut puiser, on peut prendre les spécialistes, on peut... c'est pas prévu. L'expertise des autres. C'est pas prévu par la loi. L'expertise des autres vient en appui au gouvernement. Le gouvernement, c'est l'affaire de politique. Vous dites? Le gouvernement, c'est l'affaire de politique. Les gens s'énervent déjà. C'est comme ça notre loi. Ok. Comment on forme un gouvernement? C'est parmi les gens qui ont gagné et le gouvernement vient de l'Assemblée nationale. Parmi cette majorité qui va désigner le Premier ministre et qui va mettre en place un gouvernement. Seulement, dans chaque parti, quand on vous demande un ministre des Infrastructures, vous pouvez prendre parmi vos militants, parmi vos cadres, ou vous pouvez alors recommander dans le scientifique, dans la société civile, qui soit partenaire ou que vous pouvez désigner. Ça, c'est le choix d'un parti politique. Dans les partis, parce que je vous ai dit ici... Ce n'est pas le chef de l'État qui peut dire ça va, bon, je vous mets un peu à côté. Ah, la loi. Je vais aller puiser à l'université de Kinshasa et je vais prendre des personnalités, des sommités, je fais avec le gouvernement. Donc là, il va énerver le loi de la République. Non, il n'énerve pas parce que ce qui n'est pas dit est permis. Hein. Non, alors, mais on ne le dit pas. Je dis ceci. C'est prévu dans la loi. C'est l'histoire de politique. Mais le choix pour désigner, il devient l'autorité morale des grands groupes de la majorité qui est derrière lui. Après une conscientisation, après ces propositions qu'il peut faire de ses partenaires politiques, on peut arriver à cela. On peut arriver à cela. Mais de l'automatique, c'est pas vrai. Non, on va dire aujourd'hui. Il est pris en étau par des politiques. Non, il est pris en étau par la loi. Le chef de l'État, par essence, c'est une direction que la loi l'encercle. Depuis sa prestation de serment, c'est le jour qui s'est lié à la loi. Il a prêté serment devant ou avec une constitution. 229 articles. Et quand vous prenez le préambule de la Constitution, il faut lire ça tous les jours, vous allez comprendre. C'est quoi la Constitution et pourquoi il devait prêter serment devant la Constitution. Le salut suprême dont on parle de la population. Nous, Congolais, nous, pris de la paix, nous, Congolais, pour la justice, nous, Congolais, pour la redistribution, nous, Congolais, ayant constaté, nous, Congolais, pour notre unité, nous, Congolais, 2 pages entières. Et à ce moment-là, le président prend l'engagement pour dire « je suis le garant ». Et le fait d'être garant, ce n'est pas par sa volonté, non. Sa volonté, c'est le fait de postuler. Mais il exprime maintenant la volonté de 73% des Congolais électeurs. Cette émission est pédagogique, honorable Dédé Moupassa, je vous regarde, je vous affronte. Vous êtes député national, un scientifique de mon pays. Aidez-nous à comprendre. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Ce qui veut dire, le pays a des problèmes, mais il y a une loi qui ne permet pas que les chefs puissent prendre une décision au travers de la loi. Donc, outre. Alors, il ne peut pas se décider au nom de la population. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. La loi suprême. Certaines personnes pensent qu'il peut aller au-delà de la Constitution parce que la population veut... L'au-delà de la Constitution, là, c'est la Constitution elle-même. Oh, oui. Il n'y a pas de porte au non, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de fenêtre que les chefs peuvent... C'est un rappel pour dire la Constitution, c'est même la loi suprême pour la population. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est votre compréhension ou c'est la compréhension lisez le préambule. Lisez le préambule. Notre préambule, c'est 2 pages, je pense. Vous lisez ce qui est là-bas. Qu'est-ce qui est dit dans ce préambule de la Constitution? Nous, Congolais, nous. Donc, c'est le nous suprême là qui s'investit dans la loi, qui est la Constitution. Et qui donne une valeur intrinsèque dans la Constitution.
qui donne un fondement, qui donne un engagement relationnel entre ceux qui vont gouverner et les attentes de la population. Et le président prête serment pour dire je vais respecter cette constitution. Et sur le plan de justice, on met toute une institution à côté pour gérer, pour gouverner, pour avoir un regard sur la conduite de l'exécution, de la mise en œuvre de la constitution, et par le président de la République et par tout le monde. Le chef de l'État, dont on appelle la Cour constitutionnelle. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas violer la constitution pour l'intérêt de son pays? Non, il ne peut pas violer d'abord la constitution. Non, j'ai dit pour l'intérêt, pas pour... Il n'y a pas un intérêt, il n'y a pas un intérêt, il n'y a pas, non, non, il n'y a pas un intérêt, il n'y a pas un intérêt de la population en dehors de la Constitution. Mais cette Constitution... S'il y a des choses, mais oui, les hommes... Ils peuvent les erreurs. Je prends l'exemple du professeur Kabissa, criminologue de mon pays. Il y a l'article 217 de la Constitution, il dit c'est un piège pour la République. Il faut tout faire pour mettre cet article. C'était quoi les pièges? Les pièges, c'est quoi? Non, j'ai dit quand il dit il faut protéger des minorités communautaires. Mais ça, c'est une recommandation des Nations Unies. Il faut aller lire la Constitution de Mali, de Burkina Faso, de tout le reste. C'est des recommandations que nous donnons. Les constitutions sont des lois, c'est vrai, de l'État, de notre pays, mais nous prenons l'engagement dans cette constitution pour dire il y a une loi qui est supérieure. C'est les engagements internationaux que nous prenons. Ne pas respecter cela, c'est qu'on est pays barbare. Est-ce que notre constitution n'est pas dangereuse d'abord pour nous-mêmes? Pour dire que la constitution est dangereuse, il faut la consommer. La constitution maintenant a combien? 18 ans, 18 ans je pense. 18, on venait de fêter. Oui, 18 ans. 18 ans de la constitution. Depuis 2006. Alors il faut la consommer d'abord. Et c'est comme ça que je voulais dire le pouvoir qu'a le président de la République. C'est de voir s'il y a des besoins de la population qui ne se retrouvent pas dans l'exercice de l'engagement qu'on prend dans la Constitution, qui doit le faire. Il peut amender, il peut demander à son Parlement, il peut faire des propositions d'amendement qui peuvent venir de la présidente de la République. Et on va le faire dans les cadres où l'Assemblée qui représente la population de le faire. Et il y a des cadres où on doit dire la population doit répondre directement. On fait le référendum. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aller outre pour dire que ce n'était pas prévu, on doit le faire parce qu'il y a un besoin, c'est là le problème. Alors, honorable c'est là le problème. Honorable Dédé, en réflexion scientifique, je cite quand même les noms d'un ministre, ministre Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Il avait dit que ces nouveaux mandats, c'est des mandats de réforme. Et il y a également certains opposants qui pensent que le chef de l'État va changer la Constitution pour rester encore au pouvoir. Selon vous, député national, vous étiez au Parlement, qu'est-ce que vous n'avez pas fait comme réforme que vous souhaiteriez faire dans ces mandats? Non, il ne faut pas que ce soit mythique. Réformer une constitution, c'est rien, c'est pas la vie ou la mort. Non, c'est des conduites d'évaluation de ce qui manque pour donner un pouvoir à son exécutif, pour donner un pouvoir à son président d'agir, pour donner un pouvoir à son parlementaire. Je vous ai dit ici qu'on a ces deux rôles principaux. Ici, on fait ajouter un troisième rôle pour dire les députés, maintenant c'est un agent de développement. Vous dites? Si on veut ajouter que le député devient un agent de développement, à ce moment-là, on lui donne aussi des moyens pour aller réaliser des actions dans la circonscription. Mais ce n'est pas défini, on ne peut pas le faire aujourd'hui parce que ce n'est pas défini. Mais à l'évolution des choses, l'État s'approche de sa population par les élus. Alors il faut dans ce contexte-là voir comment changer. Mais pour ça, il faut mettre ça dans la Constitution. Ça serait une révision. Ça tue quoi là-bas? Et ça, on ne le fait pas d'une manière cavalière, non. On le fait et on rend au public, à la population, d'examiner aux scientifiques et au monde pour voir si c'est conforme à ce qui doit être fait pour un Parlement. Donc, le réforme dont il est question, un pays vit de réformes. S'il n'y a pas de réforme, on ne va pas évoluer. Vous savez que l'État était patron de mines du Congo. La GECAMINE, société d'État. Mais l'État, n'ayant pas de moyens, les capitaux ne pouvaient pas venir de l'extérieur pour pousser dans l'exploitation de mines. On a mis en place le code minier, qui a demandé à ce qu'on peut faire la modulation, on peut acheter des terrains
en dehors du cadastre, comment on veut dire, par le cadastre minier, n'importe qui remplit les conditions définies par cette loi pouvant amener des capitaux. C'est ça qui a sauvé le Congo. Le Congo d'aujourd'hui vit des 12 milliards là qu'on a aujourd'hui, ou c'est pas moi, c'est venu du fait des réformes qu'on a dû faire par rapport aux relations de souveraineté que la République avait vis-à-vis de Mine. Non, il ne faut pas avoir peur. Dans les mauvais angles, non. dans les réformes, il faut les examiner. Il faut les examiner. Et puis il y a des choses qui évoluent. Il y a des choses qui évoluent. 20 ans après l'âge d'une constitution, il y a des choses qui ont évolué. Alors, les routes, je disais à une émission qui a quelqu'un là, on parlait des infrastructures, où je lui ai dit, attention, les infrastructures, ce sont aussi des mines d'or aujourd'hui. Nous avons plus de 22 000 km à faire ici. Est-ce que vous savez que dans le monde, les routes ne sont plus que l'apanage d'un pays? Pour dire c'est la République, c'est l'État qui doit construire les routes. Oui, c'est sa charge. Mais il peut signer des contrats de concession. Beaucoup de routes. En Nairobi, j'ai vu, on fait des autoroutes en pleine ville, où vous payez le péage. Vous payez le péage. Ça veut dire quoi? C'est maintenant un domaine d'exploitation, où n'importe qui peut mettre de l'argent selon que les conditions, le cadre est défini, et exploiter une route. On va faire une route privée de Kinshasa jusqu'à Matadi. Et on met le péage. Vous voulez aller vite, vous passez par cette route. Vous ne voulez pas, il y a d'autres routes qui existent. Donc vous voyez un peu dans cette exploitation, ce qui était la charge de l'État est en train d'être concédé en partie. Pas décentralisé, concédé. Parce que décentralisé, c'est toujours l'État. Il peut donner une autre forme de gestion en s'approchant de ses gouverneurs. Alors, honorable Dédé, il y a le professeur Ndaiwel, il avait également réfléchi, parce que nous parlons des réformes, il avait dit il faudrait quand même que le président puisse avoir le mandat de 10 ans, et ça serait avantageux pour lui, afin qu'il puisse asseoir son programme. Dans ces mandats des réformes, comme Mouyaya le veut, pensez-vous que ça serait une bonne chose? C'est pas que Mouyaya le veut. Mouyaya a été député en 2006, je pense. 2011. Oui. 2018. 3 ans. 4e ici, il a été encore élu. Il vient de tenter une expérience au gouvernement. C'est pas n'importe qui pour le pays. Quand il vous dit quelque chose, il faut l'écouter. Mouyaya fait partie des 13 parlementaires qui ont réformé la loi électorale. C'est Sanga, les Thomas Lokondo. Alors, mais quand ils pensaient réformer les 13, les 13 là qui pensaient réformer, les gens ont crié. Non, c'est-à-dire, la réforme, c'est de penser de Congolais, vous et moi, vous dans votre domaine journalistique, avec le numérique. Est-ce qu'on doit rester comme ça? Avec l'Internet qui vient de... Il y a 10 ans, il n'y avait pas l'Internet dont on a aujourd'hui. Il fallait mettre en place une loi. On a maintenant une loi, un cadre qui définit. Maintenant, là, vous avez la télévision virtuelle vient de naître. Comment un journaliste doit se comporter? Même vous, on doit vous mettre en cause, on doit réformer. Même jusqu'à votre enseignement. Les enseignements doivent changer. Même le cadre éthique et déontologie doit changer. Qu'est-ce qu'on doit poster? Qu'est-ce qu'on ne peut pas poster? Vous faites des lives, vous faites des ceci, c'est défini dans quel cadre? Donc il faut un cadre institutionnel, légal, je veux dire, pour que l'expression de tout un chacun ne verse pas les partis. Donc le Congo, c'est un chantier, il faut faire des réformes. Le Congo ou le monde, il y a des réformes, même en France, on fait des réformes. Aujourd'hui, on a un problème de nombre de... Même vous, à l'enseignement universitaire, on faisait la licence. Aujourd'hui, on est dans le système... On est maintenant dans le système LMD. Pourquoi on a réformé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est que le monde est en évolution. Nous devons adapter nos lois, nos principes, c'est pas moi, notre façon de faire doit s'adapter aussi à ça. Alors, honorable Dédé Mopassa. Alors, mais 7 ans du professeur Ndaiwel, moi je sais pas, c'est sa pensée. Il a mis ça à la place publique. Amenez vos critiques. Mais moi j'estime que son explication était valable. Parce que voilà ce qu'il dit. Mettre en place un programme, il faut l'étudier. Et quand vous avez étudié en dehors, pour venir mettre ça en place, ça peut prendre 1 année. Vous voyez déjà avec l'actuel gouvernement de 5 ans, on vient de perdre déjà 3 mois. Même si les plans quinquennales devaient se faire, c'est moins 3 mois. 4 mois, le temps de mettre le gouvernement en place, que le gouvernement vient expliquer, comprendre d'abord, parce que tous ces gens ne viennent pas d'un groupe qui a étudié déjà les plans avant, non. C'est maintenant qu'on va mettre le plan, la vision du président de la République, et ils vont
vous voyez, de temps en temps, on les dit, ils sont allés à un séminaire. Et après, ils reviendront. Et chacun doit donner maintenant son approche managériale pour atteindre les objectifs demandés. Et maintenant, tout ça, il faut que la population qui est bénéficiaire puisse comprendre. Toutes ces choses, ça peut prendre 3 ans. Mais pour un mandat de 5 ans, quand est-ce que tu peux faire la mise en place? Comment tu vas le placer pour l'exécution? En 1 année, en 2 ans, surveiller et voir le résultat. C'est comme ça qu'il estime 7 ans. Mais ça peut arriver à un moment, on va partir de 7 ans, peut-être pour réduire à 1 année. Que chaque année, on a un président de la République. Ça dépend. Mais il y a quand même certains opposants qui pensent que la proposition du professeur Ndawel, c'était une proposition politique. Il avait agi par procuration. Est-ce vrai, il y a des scientifiques aujourd'hui qui agissent par procuration? Mais oui, mais pourquoi pas? Moi, je peux demander aux scientifiques de faire un travail pour moi. Moi, en tant que politique, je ne suis pas scientifique. Mais il y a des choses qui nécessitent que les scientifiques puissent parler. J'en fais une demande. Et une orientation. Mais non, l'orientation, c'est... L'orientation, c'est ma vision. C'est ma volonté là dont vous pensez pour rendre du bien. Parce qu'il faut dire toujours, tout politicien, c'est pour rendre du bien. C'est pour concourir au bien-être de la population. Mais il prend quelle voie? Il prend la voie routière, il vient à pied, il décolle, il vient ceci ou cela. C'est ça les approches. Hein? C'est comme ça qu'on va vous dire, il y a des libéraux, il y a des sociodémocrates, il y a des communistes, il y a des ceci. Ce sont ces approches-là. Mais c'est pour quel objectif? C'est pour voir quelle est l'approche qui amène le développement, qui amène la transformation de l'homme. Honorable Dédé, parce que vous parlez du développement, il nous reste 10 minutes. C'est quand même important que nous puissions parler de cela. Quels sont les axes prioritaires, selon vous, pour le moment que ce nouveau gouvernement qui va venir bientôt puisse s'y pencher? Parce qu'il semble que tout est urgent en République démocratique du Congo. Il faut mobiliser les énergies par l'identification de ces énergies. Vous dites? Il faut mobiliser des énergies par l'identification de ces énergies. Expliquez-vous. Donc, il faut compter le nombre de Congolais, les classifier. C'est à ce moment-là que vous saurez, pour une population de 150 millions, vous avez combien de chômeurs? Et c'est ça qui va vous donner le motif de savoir qu'avec ça, vous allez, par chaque année, vous pouvez prendre autant de chômeurs, ou vous pouvez arrêter l'université, ou transformer l'université en autre chose. Je vous selon que l'ONM est là, je ne pense pas c'est comme ça que je dis. A même les statistiques des chômeurs. Non, mais l'ONM est là, c'est déjà une bonne chose, c'est constitutionnel, c'est légal. Maintenant, il faut, vous m'avez demandé la priorité, il faut identifier les énergies et les classifier. Parce que c'est à ce moment-là, pardon, que vous pouvez mobiliser selon le besoin de la République. Au jour d'aujourd'hui, on s'est rendu compte, de la richesse de ces pays. De la richesse de ces pays. Donc, il faut protéger ces pays. Les protéger, c'est... Nous devons avoir des usines d'armement dans ces pays. Vous dites? On va avoir des usines d'armement. Et on doit avoir... avec la communauté internationale. Hein, quoi, la communauté internationale interdit au pays d'avoir des usines d'armement? Et tous les armes qu'on a ici est fabriqué dans quelle sphère? Il semble que... C'est au ciel qu'on fait ça? On est toujours sous le projecteur de... Non, on est sous le projecteur parce que fabriquer les armes, il faut respecter les normes. Nous devons être un pays qui redistribue, qui revend les armes dans la région par notre force. Parce que personne ne peut nous atteindre par la force. Si on veut nous atteindre ici, c'est par coopération, par relation prévue par la Convention de Vienne. Les pays sont interconnectés, mais pas par la force, parce que les intérêts des pays aussi, c'est quand il est fort qu'il peut vous arracher. C'est aussi l'épreuve de force qui existe entre États. Et nous, vous m'avez demandé des priorités. J'ai dit identifier les énergies, le recenser et sécuriser le pays. Et pour sécuriser le pays, il faut ambitionner des usines d'armement. Ambitionner les jeunes techniciens ingénieurs dans la fabrication de bombes. Bon. Mais oui. Est-ce que nous avons ce qu'il faut ici pour faire? Nous avons pratiquement tout ce qu'il faut. Nous avons pratiquement tout ce qu'il faut. S'il faut sortir de l'argent dans ces pays en dollars, de devises, c'est pour acheter des connaissances pour aller dans l'armement. Et ensuite,
On ne peut pas travailler dans ça et faire mourir les gens de la famine. Non. Régulièrement, d'une manière domestique, dans chaque famille, dans chaque foyer, mettre le moyen intellectuel, les cadres pour permettre à chacun, dans son petit champ, de produire ce qui peut le faire consommer. Produire pour le consommer. Et l'État doit pousser dans ce sens-là. Et aussi, avec ça, ça va permettre maintenant que l'État ouvre les champs du développement des grandes entreprises. Quand je dis grandes entreprises agricoles, entreprise agricole, c'est toute une vie, mon frère. Regarde, tu es habillé. Comme moi, je suis habillé en coton. C'est l'agriculture, c'est le produit de l'agriculture. Tu es chaussé avec des cuirs, cuiranta, c'est l'élevage. Donc, quand on relance l'élevage, on relance l'agriculture, il faut mettre ça dans ces grands ensembles. Pourquoi? Parce qu'on doit faire l'agriculture de coton. L'agriculture de punga, je ne sais pas, on fait des fibres là. Ça, c'est industriel. Mais et quand vous revenez... J'ai l'impression que vous allez à contre-courant avec les autres. Les ministères de l'Agriculture, là, c'est un ministère très négligé. Il n'y a même pas un budget. Mais nous avons plus de 80 milliards de terres arables. Pensez-vous que notre gouvernement, notre État est inconscient? Non, mais... Ce que nous avons, on ne peut pas négliger. C'est une option. C'est une option. Est-ce que c'est l'État qui doit faire les champs? C'est une option. Mais il doit avoir une politique impulsive. Voilà, le politique général que l'État prend au travers le ministère de l'Agriculture, c'est d'encadrer, c'est d'inciter, c'est de disponibiliser, c'est de mettre à la portée ce qu'il faut pour l'élevage domestique, ça c'est pour l'agriculture, l'élevage et pêche domestique, industriel et pourquoi pas à grande échelle. C'est de ça que je parle. Vous êtes député national, oui. Vous votez des lois, vous savez comment faire la répartition de notre budget, mais pourquoi vous ne mettez pas beaucoup de moyens dans ces secteurs-là, dans ces ministères-là? Non, c'est pas qu'on ne met pas beaucoup de moyens. Le moyen qu'on doit mettre là-bas doit venir du ministère. C'est pas le Parlement. Ça encore, c'est un problème. Le Parlement vote les lois. Le Parlement vote les lois, vote les budgets. C'est pas le Parlement qui fait les budgets. Mais les budgets, comme l'élu du peuple, les cadres fonctionnels de nos lois fait que c'est le gouvernement qui présente le budget et il amène au Parlement parce que c'est là-bas au Parlement qu'on prépare les lois. Comme c'est une loi, il amène et quand il amène là-bas, nous vérifions, il s'est dessaisi, nous voyons la réalité, le problème posé par la population, les éléments que nous avons, si ça concorde. Mais il n'y a pas mieux de connaître les problèmes des Congolais que celui qui gouverne, celui qui est dans le gouvernement. Et nous donnons la forme à la loi et nous les appelons pour défendre ce qu'ils ont présenté. Et à la fin, nous passons au vote. Les votes. Le vote est sacré. Les votes dont il est question, les gens crient des fois dans la cité pour dire les députés, le travail, qui dit oui, qui dit non. Les oui et des non, mon frère, est sacré, c'est représentatif. Sur 500, il faut calculer 500 sur le nombre de tous les électeurs du Congo. Et quand quelqu'un dit oui, oui dit non, l'équivalence qu'on va faire là-bas, rendez ça au nombre de votants. Vous allez voir, c'est oui, il veut dire quoi. C'est-à-dire on ne peut pas voter parce qu'il y a le plaisir de voter. Donc, non, c'est un engagement. Donc vous êtes aussi limité. Donc des fois aussi les gouvernements peuvent vous imposer des choses. Les gouvernements peuvent venir avec ces lois. Vous êtes impuissant de changer ça, d'inverser ça au profit de la nation. Ne prenez pas ça comme... Parce que le gouvernement doit faire qu'au profit de la nation. Mais vous avez dit que c'est le gouvernement qui a fait ça au profit de la nation. Mais vous êtes aussi les représentants de cette population. Mais ces problèmes persistent. Nous avons autant d'espace inoccupé. Nous avons des terres. On ne peut pas consommer tout des choses qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a la nécessité de changer les choses. Oui, les choses changent en fonction de quoi? Ça change en fonction de la vision du gouvernement, de ce que nous voulons.
Même les problèmes des taux de dollars et tout ce que vous voulez. Nous avons un ministère de l'économie. Nous avons la Banque centrale. Ça, c'est... Les lois sont définies déjà pour que ces choses-là existent. Mais vous pouvez les et on leur a donné... Si ça ne va pas, s'il vous plaît, on leur a donné... Exact, c'est ça notre rôle. C'est ça notre rôle. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de pleurer. Qui pleure? J'ai l'impression que vous vous plaignez, vous dites que la population, excusez-moi parce que je suis aussi limité. Non, c'est toi qui as parlé de limité. Moi, j'ai dit la charge constitutionnelle qui m'est donnée ne consiste qu'à voter et de contrôler. Qu'est-ce que je vais contrôler? J'étais en train de dire. Exactement quand ils viennent avec le budget. Moi, maintenant, je vais aller vérifier comment ils exécutent ce budget. Comment la faiblesse ou la force de la loi qu'on leur a donnée au gouvernement de réaliser X, Y, Z questions qui se posent dans la société. Pauvreté, le problème d'eau, de l'électricité, qu'est-ce qui se passe? C'est le contrôle que nous faisons. Au Parlement, il y a des commissions qui équivalent, pardon, à peu près au nombre de ministères et à chaque axe du ministère. Donc, quand vous êtes à l'environnement, ou vous êtes à l'ECOFIN, ou vous êtes à, c'est pas moi, Habitat, vous allez suivre comment le ministère fonctionne avec tous ces, c'est pas moi, les entreprises publiques et tout ce que vous voulez. Par exemple, le ministère des Transports, comment ça évolue avec d'autres sociétés de l'État, parce que l'État est fait ainsi. Il y a le ministère et il y a des organes que la loi a mis en place pour l'efficacité de l'exercice de ce dont on pense rendre service à la population. Donc, par exemple, la régie des eaux, la SNEL, voirie urbaine, l'office des routes, vous voyez, au GFREM, la douane, ainsi de suite, OCC. C'est des organes qui sont créés par la loi pour exécuter un besoin X, pour atteindre les besoins de la population en termes de sécurité alimentaire, en termes de production, en termes de sécurité, ainsi de suite. Et c'est comme ça que nous, notre rôle, c'est d'aller examiner la faisabilité. C'est ça le rôle de député. Alors, honorable et je ne me plains pas pour ça, mais j'ai dit, la question serait peut-être, quand on évalue aujourd'hui, on trouve que votre travail ne donne pas les résultats parce qu'on demeure toujours dans la pauvreté. On demeure toujours dans des problèmes. Et c'est ça l'engagement que nous prenons aujourd'hui. C'est l'engagement que le chef de l'État a pris. Honorable Dédé Bokassa, en réalité, on pouvait avoir même des heures parce que vous êtes en train d'aider vraiment la population à comprendre comment les choses peuvent se faire. Mais cette dernière question, elle est si pertinente parce qu'elle nous vient d'ailleurs, des Congolais de la diaspora, surtout des opposants. Honorable Dédé, on m'a demandé de vous poser cette question. On a suivi le cardinal Ambongo qui est un peu contre la peine de mort. Vous êtes l'élu, vous représentez les Congos et les Congolais. Pensez-vous que cette décision, elle est politique parce que les opposants ont peur qu'il y ait des règlements des comptes? Moi, je pense que cette décision a été motivée. Il faut toujours lire les motivations qui accompagnent une décision. Il n'y a jamais une décision sans motivation. On vous dit vu, à la lumière de, on décide de. Lisez ça. Ils ont justifié pourquoi et dans quel cadre ils veulent le faire. C'est beaucoup plus parce qu'ils ont constaté que les traités tournent autour. Et les traités sont principalement, dans leur objet, ils tuent. Et comme ils tuent, et ils ont le droit de tuer, et on ne peut pas les tuer parce qu'il y a ces moratoires. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Principalement sur ces champs-là. Parce qu'ils n'ont pas encore élargi sur les gens qui détournent l'argent. Pour les gens qui font d'autres crimes. Ils n'ont pas encore... La motivation du gouvernement, au travers de la ministre de la Justice, c'est bien défini. Il faut lire cela. Et je pense que à ce titre-là, c'est vrai. Pourquoi on a fait ces moratoires? Parce que le Congo avait pris l'option, sans la guerre, accepter d'accéder au pouvoir par les élections. C'est fini. Le droit de l'homme sera observé et on va respecter, comme la Constitution le dit. La vie humaine est sacrée. Dans la Constitution, c'est dit. Mais donc, quelle est cette vie humaine qui est sacrée? De ceux qu'on tue ou des tueurs? Vous voyez? Et c'est dans ça. Non, mais je ne vois même pas des opposants s'agiter. La crainte de papa cardinal est nécessaire parce que qui il est cardinal? Vous savez ce qu'il est?
Moutabate la Kabo Moya Batu. Oui, un père spirituel. Ne peut plaider que pour ça. Lui ne gouverne pas à la manière dont on va voir. Lui peut même venir bénir quelqu'un qui a tué. Vous savez? Ça, c'est sa position. Oui, c'est normal qu'il voit les choses de cette façon-là. Mais le gouvernement qui veut rassurer la fin de l'impunité, qui veut rassurer la paix au lendemain, je pense que c'est juste pour ces traîtres, pour ces gens, c'est pour mettre fin. Merci. Mais dans la logique globale, le pays a la conviction, c'est même constitutionnel, de respecter la vie humaine. C'est consacré. Honorable Dédé, regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit sur ces plateaux? C'est votre mot de la vie. Oui, c'est l'engagement. Maintenant, on va dans un nouveau gouvernement qui arrive très bientôt. C'est l'appel qu'on lance. Faisons des choses autrement. Okay. Parce que tout peut décoller au Congo. Tout peut décoller selon qu'on s'est réunis et qu'on a une volonté de mieux faire. Rien que ça. Donc, les Congolais surprennent toujours, vous l'avez vu, avec une équipe qui désespérait. Quand on s'est engagé, nous sommes partis et les autres ont resté surveiller le fleuve. Mais c'était pour une semaine, on en a fait un mois. Et on pouvait même aller au-delà parce qu'on a donné cette détermination. Le sport donne aussi l'exemple de ces Congolais autour d'un gouvernement, autour d'un président de la République, et que chacun joue son rôle. Même les opposants, ils ne sont pas écartés dans les systèmes démocratiques qu'on a choisis, ils sont là pour veiller et donner des cris d'alarme, signaler. Il faut qu'on les écoute. Il ne faut pas qu'on met des opposants comme des vauriens. Non, ils ont une valeur de surveiller, mais pas des opposants qui viennent aux révolutionnaires, à tout casser, à tout mettre à nu, à tout rejeter. Non, c'est des opposants qui ont une autre façon de voir les choses, mais qui accompagnent l'action pour le bonheur de la population. Et urgemment, on doit travailler, urgemment, on doit se mettre ensemble pour remonter ces défis. Le Congo est capable de se relever. Le Congo est capable de se relever. C'était le mot de la fin pour aujourd'hui. On va encore vous chercher parce qu'on n'a pas terminé la matière. Mon invité d'aujourd'hui, c'était, il s'appelle Honorable Dédé Moupassa Lukobo, l'élu de la circonscription d'Idiofa. Il est dans l'Union sacrée, député national, un vrai scientifique, l'élite de mon pays. Merci d'avoir répondu à notre invité. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Derrière la caméra, je vois M. Nono, la réalisation.